Un atelier, c'est demain lors de la restitution, qui sera effectuée par Madame Cathy Fontaine. Nous allons aujourd'hui essayer d'ébaucher une solution pour répondre à la question de cette inclusion numérique et coopération régionale avec Madame Fontaine en restitution. Donc Monsieur Deliri va animer, c'est-à-dire que on va ensemble, vous avez des personnes qui ont des choses à dire, à montrer déjà à la tribune, et puis ensuite la salle, bien évidemment, vous allez réagir, et Monsieur Deliri va arbitrer un petit peu tout ça avec des passages de parole, des orientations vers les personnes les plus à même de répondre à les questions posées. On va déjà faire un petit tour de table. Les dames, d'abord. Alors, je suis allé chercher quelques membres de l'équipe Solidarnum. J'ai le code Wi-Fi des fois que vous ayez vraiment besoin d'avoir un accès à Internet. J'espère qu'il vous aura été utile. Est-ce que tous les intervenants de cet atelier sont là? Nous allons parler donc inclusion numérique, coopération régionale. Vous venez de l'île Maurice, Marcel Misselin, c'est bien cela? Il est branché normalement si vous voyez un voyant vert. Oui, c'est bon. Oui, effectivement, j'arrive de l'île Maurice et je représente donc l'association dont je suis le président qui s'appelle la SEB Maurice, Société d'entraide et de bienfaisance France-Maurice. Super, vous nous l'avez détaillé. Donc, qu'est-ce que la Société d'entraide et de bienfaisance? Alors, avant de préciser tout ça, j'aimerais quand même rendre un hommage à mon ami Daniel Cambry. Je m'associe complètement à tous les éloges qui ont été les siens tout à l'heure, par tous les gens qui ont parlé. Et je le remercie. Je suis content du jour où je l'ai rencontré parce que pour l'île Maurice, c'est quelqu'un qui est devenu important. Puisqu'on travaille ensemble depuis un an et j'espère que ce partenariat va déboucher au courant de 2023. Alors, la question, c'était qu'est-ce que c'est que la Société d'entraide? La SEB. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'île Maurice, nous sommes à peu près 12 000 Français, dont la moitié, d'ailleurs, sont des Franco-Mauriciens. Et donc, cet ensemble-là subit, évidemment, comme en métropole, comme en France, des problèmes d'inclusion numérique. Et je vais être franc avec vous, résoudre le problème de l'inclusion numérique à l'île Maurice, aujourd'hui, on est à l'an zéro. C'est-à-dire que si notre partenariat réussit, eh bien, on va aller vers l'inclusion numérique, incessamment sous peu. Mais il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose pour un tas de raisons, parce que les gens s'imaginent, surtout ceux qui sont chargés de nous aider éventuellement, s'imaginent qu'effectivement, comme le disait notre député, que je salue au passage, que les Français de l'île Maurice et les Français de l'étranger en général sont des Français comme les autres. On l'oublie quelquefois et c'est très, très important de le rappeler. Donc l'association que j'ai l'honneur de présider a effectivement pour objectif d'aider nos compatriotes dans tous les problèmes qui les concernent. Ça peut être des problèmes matériels, des problèmes de vie, tout simplement. Et effectivement, à l'image un peu de M. Jourdain, on fait de l'accompagnement numérique sans nous en rendre compte. Sauf que, comme le disait le secrétaire d'État l'année dernière qui a participé au NEC, c'est un travail professionnel. Il faut savoir le faire, il faut savoir aider. Ça ne s'invente pas, il faut donc une formation. Donc nous sommes engagés à l'île Maurice à résoudre ce problème, c'est-à-dire à créer les conditions pour qu'on puisse faire de l'inclusion numérique sérieusement à l'île Maurice. Alors, on a aujourd'hui un certain nombre de pièces du puzzle et je compte beaucoup sur ce partenariat avec Solidarnum qui est absolument exceptionnel. Vous savez, moi, quand je viens à La Réunion comme aujourd'hui ou quand je parle avec les gens qui ont organisé cet événement-là, je suis reboosté. Et dès que je ferme la liaison avec eux, c'est le vide sidéral. Voilà. Donc je crois que j'ai assez bien résumé la situation et voilà donc ce que j'attends de mon passage à La Réunion et ce qu'attendent les Français de l'étranger, parce qu'il ne s'agit pas que de moi, ni de nous, ni seulement l'île Maurice, si vous voulez. Il y a derrière, on est 3 millions de Français à l'étranger et je pense qu'on est concerné quasiment un peu partout. Et je remercie encore notre députée Amélia Lacrafi, qui est très volontariste sur le sujet et avec qui, je pense, on va pouvoir avancer.
Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des démarches administratives en ligne pour se rattacher à vos services? Vous pouvez peut-être... Attendez, regardez, j'ai un micro ici. Il suffit d'appuyer. Est-ce que les démarches administratives sont simples pour mettre en connexion les Mauriciens, les Réunionnais? Non, on va parler des Mauriciens, les démarches administratives des Mauriciens. Il faut savoir qu'on a strictement les mêmes problèmes. Que ce soit des problèmes d'accessibilité pour des problèmes de santé, que ce soit les impôts, les retraites, etc. On a strictement les mêmes problèmes administratifs que peuvent avoir les Français de métropole ou les Réunionnais. Oui. OK ? Donc voilà. Simplement, vous avez quelque part un avantage. C'est-à-dire que si avec je prends un exemple, vos impôts, vous n'arrivez pas à résoudre le problème, vous avez à côté un France Service ou quelque chose d'équivalent. À Maurice, on n'a pas. Il n'y a pas. C'est-à-dire que s'il y a des blocages, on est nécessairement confronté à une demande d'accompagnement. Donc voilà les différences. Il y a un deuxième problème, c'est la langue. Maurice est un pays... Est-ce que vous pouvez parler bien dans le micro, comme ça ceux qui captent l'événement par vidéo auront le son. OK. Donc la deuxième problématique, c'est que nous sommes bilingues, anglais, français. Et il y a effectivement beaucoup malheureusement de Mauriciens qui ne maîtrisent pas forcément l'anglais, mais qui ont accès difficilement à ce moment-là aux applications. Donc voilà, on a effectivement strictement les mêmes problèmes, peut-être un peu accentués par rapport à La Réunion, par exemple. Alors, vous nous avez confié que vous aviez un lien avec Monsieur Mambrive et Solidarnum assez régulier. Quelle est la fréquence de ces liens? Vous êtes en contact toutes les semaines, tous les mois? On va faire un petit peu d'historique, merci Brice. Marcel, devant les difficultés rencontrées à l'île Maurice par la SEB, est remonté à Paris et a demandé comment il pouvait soit participer, soit animer un NEC ou autre, et on lui a dit il s'en passe un à La Réunion. C'était l'an passé, c'était la découverte avec plaisir de Marcel. On ne va pas dire qu'on a découvert avec plaisir ses difficultés, mais on les a bien notées. On a bien noté, on a commencé à réfléchir un petit peu à la question, et pour cette édition, Marcel a participé à pratiquement tous les comités de pilotage, même lorsqu'il était en cure en métropole. Il n'était pas à Maurice, il était en métropole. Il est ici aujourd'hui. Merci encore pour cette venue. Et il a participé à tous les COPIL où nous avons bien travaillé sur cette thématique d'inclusion numérique, coopération régionale. La région Réunion a un peu, à compétence en matière de coopération régionale. Donc, entre deux COPIL, ici, quand Marcel, lui, s'adressait aux députés, aux représentants des Français à l'étranger, moi, je m'adressais aux services de la région, aux élus, aussi pour voir comment est-ce que nous pouvions faire quelque chose en la matière. Donc voilà un petit peu les relations. Marcel est devenu un ami, j'espère qu'on peut se considérer comme des amis, et on est en relation hors comité de pilotage sur des demandes. Tiens, j'ai vu machin, j'ai vu un tel. Est-ce que la démarche est appropriée? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on fonce? On se pose mutuellement ces questions. Voilà. Pouvons-nous présenter celles et ceux qui vous entourent tout d'abord? La parole peut-être à madame Cécile Welby. Melby, pardon. Alors moi, je rejoins tout à fait Monsieur Misselin, parce que moi, dans mon témoignage, j'ai beaucoup vécu à l'étranger, notamment en Finlande, en Lituanie, en Estonie et encore dans d'autres pays. Et justement, j'ai été confrontée à toutes ces difficultés pour les démarches administratives. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas moi aussi accompagner les gens plus tard. Et j'ai aussi été confrontée dans le sens où il n'existe pas d'accompagnement pour les familles, que ce soit dans les ambassades, parce que même eux sont en difficulté et ne sont pas souvent au courant et ne savent pas non plus faire. Et donc du coup, je me suis beaucoup aidée des réseaux sociaux, donc on s'entraide entre patriotes, des Français à l'étranger. Et du coup, c'est ça qui m'a un peu amenée à faire une reconversion dans la médiation numérique et pourquoi pas aussi
plus tard aussi accompagner des gens à l'étranger, justement, qui rencontrent les mêmes difficultés que moi j'ai pu rencontrer et que je rencontre plus trop maintenant. Parce que voilà, donc voilà. Les réseaux sociaux restent les seuls moyens aujourd'hui d'animer. Dans mon cas personnel, oui. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des réseaux sur Facebook qui se créent entre les Français à l'étranger, donc notamment, c'était en Finlande, et donc du coup, on s'entraidait beaucoup pour tout ce qui était démarche impôts, tout ce qui était santé. Et souvent, les gens, ils étaient un peu démunis face aussi à l'informatique parce qu'ils ne savent pas faire. Et ne serait-ce que pour prendre un simple rendez-vous en ambassade, maintenant, il faut prendre rendez-vous en ligne aussi. Et donc, du coup, c'était très compliqué pour les gens qui sont vraiment en fracture numérique. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a amené aussi à faire cette formation à l'AFPAR que j'ai pu réaliser ici, il n'y a pas très longtemps. Et donc, voilà. Et peut-être envisager une action pour permettre aux différents voisins du sud de l'océan Indien de se rencontrer plus facilement. Oui. C'est certainement le résumé des quelques minutes que nous avons d'échanger. Je crois que je l'avais dit, on est pour moi à l'année zéro de l'inclusion numérique dans l'océan Indien. Tout est à construire. Oui, absolument, tout est à faire. Voilà. Pour l'instant, il n'y a que des bonnes volontés. Mais enfin, la structuration est loin d'être achevée. Nous n'avons pas donné la parole à mon voisin Christophe Porlier. Vous êtes de l'Université numérique de La Réunion. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Mais oui, effectivement, vous cachiez votre voisine. C'est parce que je dois rapporter normalement. Donnez-nous quelques secondes, Monsieur Porlier. Bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous. Cathy Fontaine. Donc moi, je suis directrice de projet innovant chez Orange Réunion Mayotte. Alors l'inclusion numérique, c'est un peu dans notre ADN aussi. C'est dans nos plans stratégiques en tout cas. On a une raison d'être qui nous dit que il faut que vous nous fassiez confiance puisque on veut être dans cette configuration de vous apporter les clés d'un monde numérique responsable. Et l'inclusion numérique et la coopération régionale sont particulièrement importantes également puisque l'idée, c'est aussi de le vivre ensemble. Je crois que sur La Réunion, on est particulièrement attentif à ça. Aujourd'hui, sur cette table ronde, moi, je vais plutôt écouter, mais c'est vrai que je serais très attentive à restituer les bonnes idées pour qu'on puisse mieux communiquer entre nous dans la zone océan Indien. Voilà. Oui, on vous aperçoit prêt à prendre les notes sur votre laptop. Monsieur Porlier, on va vous tendre le micro. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Donc oui, Christophe Porlier, donc chargé de mission université numérique à l'Université de La Réunion, donc dans l'équipe présidentielle. Et c'est à ce titre que Daniel Mambrive m'a proposé de participer à cette table ronde. Alors j'ai prévu une petite présentation, je ne sais pas si c'est le moment, si on démarre, j'en ai pour quelques minutes, comme ça permettra de poser un petit peu le cadre, peut-être situer un peu planter le décor, parce que cette question de l'inclusion numérique, effectivement, c'est un sujet qui, à l'université, nous intéresse depuis longtemps, puisque au départ, nous sommes intéressés aux certifications, les C2I, les certifications informatiques au départ, puis maintenant les certifications PIX dont vous parlera demain Olivier Sébastien. Et pour ma part, je vais donc vous retracer un petit peu l'histoire récente de l'Université de La Réunion qui a décidé de s'ouvrir à cet espace nouveau numérique pour justement proposer dès maintenant, puisque le portail a été inauguré, le portail Université numérique de La Réunion a été inauguré en octobre dernier, et vous avez aujourd'hui la possibilité d'accéder à un ensemble de formations, alors soit des cours à l'unité, des cours qui vous seront présentés dans le cadre de cette présentation, soit de suivre aussi, puisque vous avez une web TV universitaire, et je vais demander peut-être y a-t-il une diapo. Donc la première diapo, donc vous avez l'adresse déjà du portail. Retenez bien cette adresse, unr.unif-réunion, qui est le portail de l'Université numérique de La Réunion. Si on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. La diapo suivante va vous présenter ce portail. Alors, ce portail a vocation à vous proposer aux usagers, on parlait bien d'usagers tout à l'heure, une offre de formation. Une offre de formation tout au long de la vie qui va permettre de se former à son rythme, de là où on est, dans la zone océan Indien ou ailleurs, puisque les frontières, évidemment, sont aujourd'hui
ne sont pas les mêmes avec le numérique. On peut avoir des fractures numériques, des fractures de connexion, mais les frontières, on va dire, administratives ne sont pas les mêmes. Donc vous avez une offre de formation, vous voyez, vous avez la possibilité d'avoir des cours en ligne, une web TV universitaire où effectivement nous considérons qu'il y a aussi, ça fait partie de la mission de l'université, de proposer l'accès au savoir autrement à travers des thématiques. Donc nous nous intéressons aux grandes questions de société, nous proposons aussi un certain nombre de programmes qui permettent d'avoir l'avis des universitaires, des scientifiques, des chercheurs qui travaillent sur l'ensemble des thématiques qui aujourd'hui posent question ou font question dans l'espace public, dans la société, et qui permettent aussi d'occuper l'espace médiatique, notamment sur les réseaux sociaux, de façon à apporter une parole, on va dire, entre guillemets, labellisée universitaire. Vous avez aussi des MOOC, donc je pense que vous avez peut-être entendu parler des formations disponibles en ligne, accessibles, les MOOC de façon massive, puisque vous avez une offre de formation. Donc nous avons actuellement trois MOOC sur France Université Numérique. Vous avez l'adresse qui s'affiche sur la diapo qui va suivre. France Université Numérique, qui est le portail national français qui propose une offre de formation dématérialisée et auquel nous contribuons à l'Université de La Réunion avec 3 MOOC récemment sortis. Donc là, vous avez l'ensemble des MOOC qui sont proposés par l'Université de La Réunion. Et sur la diapo suivante, vous allez voir que c'est assez surprenant puisque sur ces 3 MOOC, nous avons par exemple sur des questions économiques contemporaines un MOOC qui s'intéresse aux questions économiques contemporaines. Vous voyez, il y a 7000 étudiants inscrits en temps réel de 93 pays différents. Donc on voit à quel point le numérique peut rapidement s'ouvrir au monde. Vous avez un MOOC sur les métiers du cinéma, de la production, de la distribution, de la diffusion avec 3000 apprenants actuellement, 68 pays. Et enfin, un MOOC médiation des patrimoines culturels de la zone océan Indien et l'Afrique australe avec 1500 apprenants de 73 pays. Donc c'est un peu plus ciblé comme proposition de formation. Je vous encourage d'ailleurs, elle sera disponible sur le portail Université numérique de La Réunion très prochainement, très très intéressant, avec piloté par Nathalie Noël, spécialiste de ces sujets. Vous avez ensuite une web TV, sur la diapo qui suit, une web TV universitaire qui vous est proposée sur tout un tas de sujets. Donc vous avez la santé, les questions de santé, vous avez les questions culturelles, le sport. Vous avez une très belle émission sur le Grand Raid assez récente, une émission sur le diabète. Alors, donc je vous encourage à aller regarder ces programmes parce qu'on s'intéresse à beaucoup de questions de société. Donc c'est disponible à la fois sur YouTube, le YouTube de l'Université numérique de La Réunion, sur le portail de l'Université de La Réunion, sur le Facebook. Enfin, quelques chiffres, je vais aller vite, je sais que le temps est très compté. Et donc, c'est bon ? Pas besoin d'accélérer. Vous avez ici quelques chiffres. Alors, c'est intéressant de constater. Donc, aujourd'hui, plus d'1 million de vues, 285 programmes sur YouTube, 39 000 abonnés sur Facebook. Vous voyez, on a des échelles qui font que, d'un seul coup, l'Université de La Réunion, dans sa version physique, traditionnelle, qui aujourd'hui a 40 ans, propose aujourd'hui à 19 000 étudiants de se former en présentiel. Et bien évidemment, avec cette dimension université numérique, de plus en plus de diplômes seront proposés intégralement en ligne pour la formation tout au long de la vie. Donc soit les personnes éloignées de la formation, les personnes qui sont éloignées pour des raisons géographiques pourront venir passer des certifications, obtenir des badges. Je sais que c'est aujourd'hui aussi la tendance d'avoir des reconnaissances un peu plus informelles. Tout le monde ne souhaite pas forcément s'engager dans un cycle long de formation. Quelquefois, ça peut être des cycles très très courts, donc avec des reconnaissances aussi universitaires qui permettent d'enrichir le CV et qui permettent pour les personnes qui souhaitent enrichir leur CV tout au long de la vie, pouvoir le faire. Voilà. Donc j'ai été assez rapide. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à venir me voir à la fin de la table ronde si vous voulez en savoir plus. Et Daniel, je rends la parole. Merci pour cette présentation, Monsieur Porlier. Oui, Daniel, vous pouvez reprendre Merci la parole. Christophe. Donc pourquoi je demandais la parole, c'est parce que voilà une offre déjà de formation, coopération régionale, puisque là on est nos limites, c'est ce que disait Monsieur le vice-président tout à l'heure, par les airs, par la mer ou par le numérique, nous voilà connectés. Donc l'offre de formation récente et néanmoins riche de l'Université numérique de La Réunion est une réponse déjà
qui pourraient, on verrait pourraient travailler ensemble des programmes pour former à distance peut-être des médiateurs numériques. Alors le PIX, par contre, non. Il nous faut absolument une certification présentielle, et pour cause, parce que bon, il faut bien savoir à qui on a affaire à un moment. C'est ce que fait l'Université de La Réunion. Voilà une première réponse à comment coopérer dans la région. Moi, je voudrais me faire aujourd'hui le porte-parole, j'ai le droit, de la cellule Interreg, donc internationale région, de la région Réunion. Pourquoi ? Parce que la cellule Interreg devait être avec nous ici, mais aujourd'hui, ils sont en train de préparer notre avenir. Avec une cellule à Europe, avec, que sais-je, toutes ces instances, où pendant 3 jours, donc ils ont commencé hier, pendant 3 jours, ils vont bâtir les fiches actions pour le programme, oui, 2021. On rentre en 2023, 2021-2027. Vous savez, les programmes européens ont toujours un petit peu de retard à l'allumage. Alors, un long entretien avec la directrice département, Madame Abou, puis 2 autres avec Madame Laurence Cardiac, qui a été déléguée sur ce sujet, nous ont fait fouiller un petit peu ces possibilités. Alors, Interreg, bien évidemment, peut financer des opérations de coopération régionale. C'est son rôle, c'est son ADN, comme on a l'habitude de dire maintenant. On a aussi une autre piste qui est le FSE, Fonds social européen, qui a aussi un volet formation. Maintenant, l'éligibilité au terme de Interreg dépend du projet. Il faut que le projet soit retenu. Alors pour être retenu, il y a déjà des thématiques. Il faut répondre à certaines thématiques. C'est la formation, on est en plein dedans. C'est le rapprochement des citoyens dans la zone, on sera encore en plein dedans. Et puis d'autres, il faut que ce soit des petits projets. On ne va pas partir sur des millions d'euros, des choses comme ça. Donc pour l'instant, en termes de thématiques, on pense qu'on répond. Mais ensuite, il faut répondre à 2 de 4 critères pour être éligible. C'est 1, travailler ensemble, 2, faire une mise en œuvre ensemble, 3, avoir des effectifs dédiés, et 4, avoir des engagements financiers. Ces 4 critères, je pense qu'on y répond. Alors qu'il suffit d'en avoir 2. Voilà, c'est assez simple pour nous à répondre. Marcel est d'accord. Il a sur place trouvé, puisqu'il nous faut donc travailler ensemble, c'est des partenaires des 2 côtés. Mise en œuvre ensemble, bien sûr, des effectifs dédiés et financiers, c'est-à-dire que la volonté soit montrée des 2 côtés. À partir de là, si on a des offres de coopération régionale, c'est bien évidemment des offres accompagnées par des aides. Alors, suivant que le projet, ça c'est l'instructeur qui donne son avis, suivant que le projet est d'intérêt général, utile à tous, la subvention, elle fait juste 100%. D'accord ? Mais après, si c'est pas considéré comme quelque chose d'intérêt général par l'instructeur, on a des projets qui sont aidés, sont considérés de l'aide publique, fera 50%. J'ai oublié de vous dire que comme beaucoup de mesures qui sont inspirées des mesures européennes, s'en sont d'ailleurs, eh bien, les 100% dont je parlais tout à l'heure, c'est la même chose pour les 50%, eh bien, il y a une aide européenne qui représente 85%, et ce qu'on appelle une contrepartie nationale, 15%. Cette contrepartie nationale vient, pour nous, soit du département, soit de la région. On a peut-être une autre source de financement quand on est dans les 50%, si on est considéré comme des privés. La préfecture dispose d'un fonds pour abonder cette aide-là. Ça s'appelle le FCR, Fonds de coopération régionale. Mais là, il va falloir faire FISA, comme on dit chez nous, pour déposer un dossier avant fin février.
C'est le fonds de coopération régionale relève ces dossiers fin février. Ce n'est pas du tout le cas pour Interreg, et j'en finirai là-dessus. C'est que Interreg, on est en train de rédiger les fiches. Bon, vous imaginez que ce n'est pas la peine de déposer un dossier. On ne sait pas dans quel cadre il va s'inscrire, les taux, les ceci, les cela. Très honnêtement, la cellule Interreg m'a dit qu'en fonction des préparations ou autres, justement, préparons-nous, mais pour la fin du premier semestre. Voilà. Donc voilà le panorama des dispositifs que l'on a trouvés pour faire de la coopération régionale, et l'inclusion numérique s'inscrit dans toutes les cases. On peut cocher toutes les cases. Voilà, Marcel, un petit peu d'assurance sur le sujet et le travail effectué, tu l'as deviné. Est-ce que vous souhaitez réagir dans la salle? Est-ce le bon moment pour vous le proposer? Est-ce que dans vos divers métiers, vous avez des retours d'expérience, des idées, des choses qui n'ont jamais été faites pour permettre une meilleure inclusion? J'imagine que si vous êtes présent parmi nous, c'est que vous êtes sensible au sujet. Donc permettez-moi de me balader avec le micro dans la salle afin de récupérer vos impressions suite à la présentation. Oui. Peut-être Madame Lacrafi. Pardon? Peut-être Madame Lacrafi, notre députée. Oui, si elle est avec nous. Je la pensais dans l'ombre, mais elle est avec nous, elle nous entend. Madame Lacrafi, Madame la députée? Je n'ai pas la technique. Elle n'est pas encore avec nous? D'accord. Tout plan. Donc je relance mon temps de questions. Vous nous prévenez, bien évidemment, Madame Lacrafi aura priorité pour intervenir dès qu'elle sera en ligne. Bon, visiblement, pour l'instant, pas de réaction. Si, il y en a quand même une. Laissez-moi le temps de m'approcher. Regardez, ce sera pratique par ici. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, Jean-Maurice Barbier, dirigeant, consultant et formateur de mon assistant numérique. Donc, aujourd'hui, je suis entrepreneur dans l'inclusion numérique à La Réunion depuis 6 mois environ. Et je suis très intéressé par cette coopération régionale puisque c'est vraiment une porte ouverte vers l'extérieur. C'est un nouveau challenge. Je voulais revenir sur ce que vous disiez, Monsieur Montbrive. Quels seraient les acteurs qui pourraient justement participer à ce genre de mission? Les acteurs de l'inclusion numérique réunionnais, bien évidemment, qui feraient du transfert de compétences vers les autres territoires. Je vais pas en profiter. On a parlé de Maurice. Ce qu'on a convenu un petit peu avec la cellule Interreg, avec monsieur Jean-Jacques Tomasini, qui est bien au fait aussi du sujet, mais il est sur l'atelier, sur la table ronde de la réunion des tiers-lieux, c'est que le projet réunio-mauricien serait un projet pilote. À partir de là, des ajustements. Donc Marcel est prêt, nos partenaires sont prêts à faire les réglages avec nous. Et cette méthode qui serait établie de transfert de compétences, en gros, avec de l'immersion peut-être de nos voisins dans nos structures de médiation, des formations sur le territoire, enfin, tout ça pour faire... Pas au plus cheap, mais pas engager de grosses dépenses. On nous a dit, attention, vous êtes sur des bases de petits projets. Attention, l'État, quand il parle de petits projets, c'est souvent des millions d'euros. Mais bon, on a compris quand même qu'on sera modeste. Donc tout ça pour dire que, après, rien n'empêcherait, on va initier, on va mettre une méthode sur la table, elle sera validée. Rien n'empêche à des partenaires des deux côtés, rappelez-vous, travailler ensemble, mise en œuvre ensemble. Des partenaires de deux côtés, donc un à La Réunion, l'autre sur un autre territoire, et bien de monter leur projet et d'aller trouver la cellule Interreg. Alors, la cellule Interreg vous aide aussi à monter le dossier. Mais par contre, je vous parlais d'instructeur, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, couper. C'est qu'il y a après des instructeurs qui interviennent. Donc la cellule Interreg vous aide à monter les dossiers. Ça veut dire que si vous demande de pousser le dossier, c'est que il a de fortes chances d'être éligible. Il ne restera plus que le taux. C'est pas rien non plus. Entre 50 et 100%, il y a une sacrée différence, du simple au double. Donc voilà. Donc l'instructeur, mais en général, le porteur réunionnais avec le partenaire, la cellule Interreg
et l'instructeur sont déjà un petit peu en osmose et avant le dépôt officiel, le dossier sera pratiquement accepté dans la pratique, avant de l'être officiellement. Alors, la différence sur l'intérêt général et qui finance à 100% et le privé, c'est que vous avez peut-être, vous qui êtes habitués à monter des dossiers européens en collectivité, par exemple, pour obtenir des financements, c'est que c'est la date de dépôt du dossier qui permet d'engager les euros qui seront dépensés sur ce dossier. Je retourne sur le fameux intérêt général utile à tous. Ce n'est pas la peine. Il y a un risque. C'est-à-dire vous pouvez monter votre dossier, dire ce que j'ai fait le mois dernier, mes travaux, mes missions pour aller préparer le truc et tout. Je les mets dans le dossier. Dans un dossier retenu d'intérêt général, c'est autorisé. Mais imaginez s'il ne l'est pas, vous avez paumé toutes ces dépenses initiales. Donc moi, personnellement, dans la démarche qu'on va déposer pour les partenaires qui souhaiteraient monter, c'est même si vous visez l'intérêt général, attendez d'avoir quand même quelque chose de tangible avant de déposer. Alors très souvent, il y a des collectivités, des entreprises qui déposent le dossier à la va-vite, un dossier qui n'est pas ficelé. Parce que cette fameuse date rend éligibles les dépenses. Et après, l'instructeur dit il manque ceci, il manque cela, vous n'avez pas assez fouillé, tatati, tata. Et quand ils arrivent à l'éligibilité, grâce à cette date de dépôt très ancienne, ils peuvent bénéficier ils peuvent imputer ce qu'ils ont déjà dépensé dans le dossier. Voilà, donc une démarche sera finalisée. Le travail, je reprends numérique en commun. Commun, c'est quoi ? C'est produire quelque chose réutilisable par d'autres. Un commun, c'est ça. Je résume, c'est bien d'autres choses. Un commun, c'est produire quelque chose réutilisable. Nous prenons engagement de produire quelque chose qui sera réutilisable. De toute façon, il aura été, cette démarche aura été financée par des fonds publics. Donc à partir de là, elle tombe dans le domaine. Enfin, pour nous, elle tombe dans les communs. Ça répond ? Oui. Et dans cette réflexion, vous souhaitez consulter monsieur qui est dans le métier pourrait venir comme... Cette opération, je ne vous cacherai pas qu'on va faire la preuve du concept entre SEB et Solidarnum pour produire tout ça. Et ensuite, donc c'est une première opération. Et après, je vous passe les voisins. On a normalement, on devait avoir en connecté, je ne sais pas, mais Marcel va citer les partenaires hors Maurice même. Hein. On a eu pendant les copiles du Koweït, de Madad. Je laisse Marcel expliquer effectivement toute la zone qui pourrait bénéficier de cette expérience pilote. D'accord. Le terme que je cherchais tout à l'heure quand je n'ai pas fini ma phrase, c'était un rôle de conseil consultatif. Voilà, tout simplement. Oui, alors je confirme effectivement que le projet pour l'instant commence par Maurice, puisque la députée l'a remarqué. On est en phase pilote du côté de Maurice. Hein. Mais effectivement, ça concerne plein d'autres pays. Hein. Effectivement, pendant les copiles, nous avions un partenaire malgache qui assistait aux copiles. Relativement récemment, donc probablement pas très, très au fait des processus. Et effectivement, la SEB, donc l'association que je préside, fait partie d'une association internationale qui s'appelle la FIBRE, la Fédération internationale des bienfaisances, dont d'ailleurs la présidente d'honneur est Amélia Lacarfi, comme par hasard. Et du coup, voilà, on a effectivement derrière, il y a du travail, il y a beaucoup de choses à faire. On peut imaginer beaucoup plus loin. Hein. Mais en attendant, puisque je précise encore, on est à l'an zéro de l'intégration numérique, de l'accompagnement numérique à Maurice. Donc en attendant, c'est effectivement, il faut garder les pieds sur terre et essayer de voir dans ce qu'a décrit Daniel Mambrive comment on va pouvoir avancer sur la question. Prochaine étape, ce serait celle d'organiser des assises. Là, la table ronde que nous sommes en train de mener peut vous enrichir en termes d'idées pour mieux faire avancer cette inclusion. C'est tout. Qu'est-ce qu'on peut espérer de cette table ronde Cette table ronde, c'est voir si on se fourvoie pas, prendre
des remarques comme celle de M. Barbier et de les intégrer. Monsieur Barbier, c'est bien ça. de les intégrer, plus généralement, il parle au nom de la profession, de la médiation numérique, comment tous les acteurs de la médiation numérique pourraient travailler dans la zone. J'ai peur qu'il y ait plus de médiateurs que de Français à l'étranger dans un moment, mais dans un instant, au départ de la réunion. Mais je complète ma réponse en reparlant de notre échéance. C'est pas un mur, c'est de fin de premier semestre 2023. Fin de premier semestre 2023, peut-être en ayant voir avec M. Tomasini le fonds de coopération régionale, mais fin 2023, poser un dossier Interreg qui reprenne tout ça. Parce que pourquoi pas essayer de mettre dans ce dossier Interreg, effectivement, la préparation, comme souvent c'est le cas, de la MO, c'est-à-dire assistance à maîtrise d'ouvrage, pour préparer un commun qui sera ensuite accessible. Échéance, moi je dis juin 2023, et donc NEC 2023, Marcel nous accueillera à Maurice, il a dit hier soir. C'est demain. C'est demain, c'est le temps de mettre tout ça en place, c'est demain. Est-ce que vous connaissez un petit peu tous? Est-ce que vous êtes déjà fréquentés dans différents univers? Vous avez l'air de vous connaître, M. Mambrivet, M. Barbier, non? Indirectement. Indirectement. Bien sûr. Ils participent à des groupes, effectivement, comme disait Cécile. Nous avons dans la salle des acteurs de l'inclusion numérique qui soient dans les collectivités, avec des élus, merci encore Hélène, avec des présidents de structures d'inclusion numérique qui ont les difficultés que je citais dans mon allocution d'ouverture. Les budgets sont très difficiles pour ces collectivités. Donc, tout ce beau monde, pourquoi pas nous avons M. Guy Provrez qui parle malgache couramment et qui ira faire des actions d'inclusion numérique à Mada. Pareil. Voilà. Donc, le monde de l'inclusion, on a déjà référencé 157 points sur l'île. Il y a une carto qui est en commun, qui est disponible. Accessible, je ne sais pas, parce que l'accessibilité, dans notre cas, ça veut dire beaucoup de choses. Et 157 points, on pense qu'on est en deçà de la réalité, c'est obligé. Donc on est entre 180 et 200 points. Donc ce qui veut dire, allez, on prend une moyenne de 2 personnes qui interviennent sur un point, un médiateur et un aidant, comme disait Mme Rougeau ce matin. Donc on est quand même à un bon paquet. On est à près de au moins 400 personnes qui font de la médiation numérique au quotidien. C'est plus. Mais donc c'est pas énorme. Et on arrive à se connaître parce qu'on se rencontre ici, on se rencontre dans des lieux de réflexion lorsque des mesures sont en train de mise en place ou annoncées. On ressort ravi ou pas, selon le cas. Et puis, voilà. Est-ce qu'un annuaire comme ça existe déjà à La Réunion, et pourquoi pas qu'il soit commun à Maurice, à La Réunion, à Madagascar? Alors, c'est un des projets structurants du hub. Nous avons été pilotes à La Réunion. Donc ces 157 points de médiation numérique sont géolocalisés. Vous connaissez un peu la technique, il y a le petit pointeur, vous cliquez, ça ouvre la fiche. Et là, le niveau d'information est très très différent d'une structure à l'autre. La personne a rempli le formulaire d'une façon complète, moins complète ou autre. Mais effectivement, c'est géolocalisé. C'est un outil qu'on met à disposition de tous ceux qui doivent orienter vers une structure de médiation. C'est la personne à l'accueil d'une mairie. C'est le prescripteur qui remet, comme on a dit depuis tout à l'heure plusieurs fois, un carnet de passes numériques et qui est capable, parce que le bénéficiaire, si ce carnet, c'est qu'il lui n'est pas encore capable, de lui trouver, de lui dire tu habites où, t'es machin, truc. Attends, je fais ma recherche par code postal, par celui-là. Bof, voilà, à côté de chez toi, c'est plus à peine que tu redescendes de Ilette aux Orangers jusqu'à la ville. Tu vas faire marche arrière, tu vas partir à Nouvelle ou à une France Service. Enfin bon, voilà le but de cet outil structurant. Des réflexions? Merci, Monsieur Barbier, pour la vôtre. Je me balade dans la salle. C'est le moment d'échanger.
Nous sommes là pour ça. Bon, quand je vous lance cette question, vous ne me regardez pas vraiment. Donc, moi, j'ai entendu, Brice, oui. Le président du TCO, maire de Saint-Paul, parler de coopération régionale. Peut-on inclure le volet inclusion numérique? Madame Rougeau sera notre ambassadrice. Comment souhaitez-vous poursuivre cette table ronde, Monsieur Porlier, depuis votre dernière prise de parole, vous avez entendu dans les différents échanges quelque chose sur lequel vous voudriez rebondir? Oui, alors cette question du financement. Alors, pour revenir sur les formations, parce que je n'ai peut-être pas complètement été au bout du propos tout à l'heure, mais nous avons déjà un certain nombre de formations qui sont actives au niveau de la coopération régionale. Notamment, actuellement, nous avons un master qui se joue avec l'Université des Mascareignes et l'ISCAM de Madagascar sur la question du management du développement durable, par exemple, qui est porté par l'IAE et intégralement en numérique, complètement à distance. Nous avons actuellement une licence en préparation sur les métiers de l'eau. Toujours qui sera joué aussi dans la zone, voilà, avec des étudiants de la zone. Un master humanité numérique qui est en cours de préparation. Bref, un certain nombre de formations qui se jouent, dont une qui a été assez emblématique côté santé avec un DU addictologie. Il faut savoir qu'il y a une grosse demande aussi sur ces questions d'addictologie. Et donc les différents ministères de la santé sont en attente de formations de ce type. Bien évidemment, pour produire ces parcours, ça nécessite des financements. Et lorsqu'on produit des parcours de formation sur une région comme la nôtre, ça suppose d'avoir des standards de production qui soient compatibles. Et pour cela, effectivement, mobiliser des fonds, des projets Interreg ou d'autres types de fonds est une nécessité et sera une nécessité. Donc ça suppose évidemment qu'en amont, il y ait des fiches qui correspondent bien à cette ambition de propagation d'une offre de formation régionale avec des acteurs régionaux. Alors, je ne sais pas si... Oui. Allez-y. Vous avez un réseau avec l'île Maurice ou alors vous adressez directement à l'utilisateur final? Alors, les formations dont je viens de parler sont portées avec des établissements de l'île Maurice. L'Université des Mascareignes, par exemple, pour la partie master du management, master management du développement durable, par exemple. Donc, en général, il y a toujours des établissements partenaires dans la zone. Il pourra y avoir aussi, là on parlait de tiers-lieux, il y a un autre atelier sur les tiers-lieux, mais de sites, de services qui pourraient être des relais territoriaux, des relais donc au plus proche des usagers, qui pourraient permettre à des usagers un peu à distance de l'accès numérique de qualité, de proposer l'accès à ces formations. Voilà, donc ça fait partie aussi d'une ambition de développement ultérieur, régional, sur cette question des tiers-lieux qui permettront d'accéder à ces formations. Donc oui, il y a des partenaires dans la zone. J'ai eu une petite réflexion en tête à l'instant où je vous écoutais. Je me posais la question de savoir si, à l'instant où nous nous posons des questions sur l'inclusion numérique à La Réunion et dans le sud de l'océan Indien, si la vague métaverse était, selon vous, un tsunami ou plutôt une vaguelette en 2022 ? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive selon vous vite et que nous maîtrisons? Est-ce que nous allons être un petit peu dépassés par ce métaverse? Est-ce qu'il a selon vous une utilité? Est-ce que vous le voyez comme un élément incontournable qui va forcément rentrer dans la vie numérique des prochaines années? Je vous pose une colle, c'est une question. Oui, je veux bien. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est pas complètement nouveau, il y a déjà eu une petite décennie de ça, on parlait aussi de monde virtuel pour accéder à un certain nombre d'une collaboration, de la coopération. Je pense qu'aujourd'hui les technologies sont plus avancées, je pense que ça reste quand même aujourd'hui des questions, et on le voit, la difficulté aujourd'hui c'est la production des contenus. On peut avoir une très belle enveloppe, on peut créer de l'interaction entre apprenants, on peut avoir une enveloppe
on va dire, tout à fait intéressante, et donc un monde virtuel qui permet de s'interconnecter avec des avatars les uns aux autres. Bon, évidemment, certains diront que ça ne remplacera jamais le contact ou la présence physique, mais malgré tout, ça peut permettre de créer un monde, on va dire, alternatif. Par contre, la question des contenus qui vont permettre de se former dans ce monde virtuel, il reste complètement d'actualité, à moins qu'on soit dans des dynamiques de co-construction, de réseaux, on va dire, d'apprenants qui se proposent de partager des contenus. Nous, on en est, enfin, c'est une réflexion qu'on mène. Hein, on a d'ailleurs Olivier Sébastien, qui est par ailleurs dans une autre salle là, actuellement, est plutôt un spécialiste de ces sujets-là. Noël Connorit aussi. Ce sont les mondes virtuels, l'apprentissage et le savoir-faire gestuel, par exemple. Là, ça peut être vraiment intéressant. Ou des formations sur des environnements qui nécessitent de haute sécurité ou de haute dangerosité, qui peuvent effectivement être là pour le coup en immersion totale. Là, ça peut vraiment du coup amener un plus. Il y a des réflexions qui sont menées dans ce cadre-là. Donc, le portail, l'université, on va dire, si je reviens à l'université que je représente, l'université numérique, évidemment, a dans sa feuille de route à un moment donné la question du métavers, de comment on va s'approprier ces technologies-là. Ça répond tout à fait à la question que je me posais. Effectivement. Vous souhaitez réagir, Madame Melby ? Non ? D'accord. Vous prenez des notes, Madame Fontaine ? Oui, j'étais très attentive à tout ce qui s'est dit. C'est vrai que sur le métavers, on peut avoir des questionnements aujourd'hui. C'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur, probablement. Ce qu'il faudra bien regarder, c'est par qui. Et effectivement, on a tous peut-être une opportunité aussi de participer à la création de ces nouveaux mondes. Donc, il faut effectivement travailler ensemble, faire attention à tout ce que ça induit, et notamment ne jamais perdre de point de vue, en tout cas c'est mon point de vue à moi, le fait que ça ne remplacera pas les contacts humains. Il n'empêche que les coopérations dans des zones aussi attendues, et je pense que sur le bassin de l'océan Indien, l'idée c'est aussi de pouvoir se rencontrer et de partager sans forcément être obligé de se déplacer. C'est tout l'enjeu là des formations en ligne et la coopération régionale et l'inclusion numérique derrière. Effectivement, elle va devoir veiller aussi à garder l'équilibre entre ce qu'on perçoit du monde réel et ce qu'on est nécessairement obligé de faire passer par la partie virtuelle. Voilà. Donc c'est vraiment plein de promesses de mon point de vue. Donc on est attentif, je pense, on sera attentif au pilote qui sera mené entre La Réunion et Maurice, mais évidemment espérons que très rapidement, premièrement, que la preuve de concept soit positive, et puis deuxièmement qu'on puisse l'étendre le plus rapidement possible, le plus largement possible, en tout cas dans l'océan Indien, grâce notamment à l'université. Merci. Donc voilà pour cette petite parenthèse sur le métaverse. Encore que ça se trouve, vous voulez réagir dessus ? Oui, donc le métaverse, je pense que c'est possiblement un avenir. Mais encore une fois, l'inclusion numérique, il va falloir la prendre dès le départ. Et pour s'en servir du métaverse, il va falloir être là. Encore désolé, mais pour savoir s'en servir. Et on va toujours plus loin avec la technologie. Et c'est normal avec l'envie de développer la recherche. Néanmoins, aujourd'hui, c'est l'inclusion numérique dont on parle et c'est toujours de reprendre à la base des grosses difficultés. Et Cathy Fontaine, à vous la parole. En fait, l'inclusion numérique, quand on parle de métavers, elle est effectivement essentielle. On parlait tout à l'heure de l'appropriation des gestes. Parce qu'on va avoir un équipement, de l'outillage, parce que l'idée c'est aussi de se projeter dans les univers virtuels, donc forcément il va falloir apprendre à dompter tout ça. Les équipements vont évoluer aussi, et tout ça fait partie aussi de la démarche d'inclusion numérique. Aujourd'hui, on est beaucoup effectivement sur les apprentissages de base, c'est normal parce qu'on a à cœur de ne laisser personne sur le bord du chemin, mais il n'empêche que ce futur qui nous attend, en fait, on est tous dans la démarche d'inclusion numérique, parce que ce qui n'est pas encore arrivé, il faudra qu'on l'apprenne. Et de mon point de vue, l'inclusion numérique, c'est d'abord, évidemment, de se mettre au niveau, mais c'est aussi de pouvoir bien s'approprier, bien utiliser ce futur. Donc, on n'a pas fini d'en parler. J'ai une question. Enfin, c'est pas la mienne, c'est la vôtre. Je connais pas votre prénom, est-ce que vous pouvez nous le dire ? Adèle Petit, je suis directrice Simplon Outre-mer, qui est l'organisme de formation qui a notamment permis de former 60 conseillers numériques à La Réunion.
Donc, petite aparté sur le métaverse. Effectivement, on est sur le sujet métaverse, inclusion numérique. C'est vrai qu'à Saint-Plon, au niveau global, on est en train de réfléchir justement à ce sujet-là. Et ce qu'on constate, c'est l'émergence d'un nouveau métier, c'est-à-dire le pendant du technicien d'assistance informatique, qui va être ce technicien en réalité virtuelle, qui va pouvoir justement aider à se saisir des équipements et donc permettre aussi l'inclusion par ce biais-là. Donc, je pense que c'est important dans la parenthèse métaverse de penser aussi à ce que ça va générer comme nouveau métier et comme assistance aussi aux personnes qui vont être le plus éloignées et le plus en difficulté. Et je me permets de rebondir parce que du coup, j'ai une petite question aussi à Monsieur Misselin et Monsieur Mambrive sur justement cette coopération régionale entre la Réunion et l'île Maurice. Comment vous sentez justement l'appétence pour ce qui s'est passé justement à La Réunion avec le dispositif conseiller numérique France Service, qui a très bien marché, parce que c'est quand même 60 conseillers numériques formés. J'en vois d'ailleurs, je crois, dans la salle, il me semblait, je vais avoir vu. Quelle est l'appétence justement, parce que là, on a typiquement en fait une proximité géographique, le partage de la langue française, la capacité d'avoir aussi sur le territoire des personnes qui sont déjà dans une situation en fait d'accompagnement, de médiation, une médiation plutôt sociale. Comment on pourrait justement tirer parti de ce dispositif qui a très bien fonctionné sur le territoire réunionnais pour avoir une passerelle? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez déjà réfléchi? Je vais vous décevoir, l'appétence. Merci. Saisissez le micro, s'il vous plaît, Monsieur Misselin. Oui, alors l'appétence, elle est quasi inexistante. J'ai assisté récemment à une réunion ce qu'on appelle le CCPS, c'est-à-dire le Conseil consulaire. Et j'ai eu la grande surprise de constater que les gens qui sont en difficulté pour remplir leurs papiers, mais souvent d'ailleurs pour faire valoir leurs droits, des droits à une allocation, etc., on les ignore. C'est-à-dire que voilà, on dit on ne comprend pas comment que ça se fait. La France donne des allocations et puis les gens ne font pas l'effort de remplir correctement leur dossier et du coup leurs droits passent à la trappe. Donc l'appétence, elle est quasi inexistante. Et c'est pour vous dire le travail qu'il y a à faire et le travail auquel nous, on s'attache justement pour essayer de sensibiliser. C'est quasiment un déni. Le problème du numérique n'existe pas. Voilà. Pour le résumer, c'est comme ça. Alors bon, effectivement, nous, on va avancer à petits pas. On sait que le défi est énorme, mais on va le relever, évidemment. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'appui. Il faut être honnête. Une réaction de Monsieur Mambrive. Et juste avant d'avoir la réaction, je peux peut-être inviter celles et ceux qui nous regardent à nous poser des questions. Donc, oui. Si vous pouvez préparer vos questions et vous aurez peut-être le loisir de les poser dans quelques instants. Oui, petit complément aux projections dans le futur. Allez, Marcel réussit son coup à Maurice, tout le monde a envie, effectivement, de faire des progrès, de jouer le jeu. Il nous faut effectivement former maintenant ces médiateurs. Le souci, le parallèle est difficile avec les dispositifs dont Saint-Plon a bénéficié, a participé en formant les conseillers numériques et pas que les 60 de la Réunion. Allez, on garde notre chiffre de 4000 au niveau national, même si on sait que c'est pas tout à fait ça. C'est difficile d'aller calquer ça pour former nos médiateurs. Ça ne pourra passer peut-être que par des opérations de coopération régionale, ou alors soyons fous, allons saisir via nos parlementaires et faisons-les intervenir dans le projet de loi de finances pour l'outre-mer. Pourquoi pas? Si jamais dans la loi de finances pour l'outre-mer, on nous met une belle ligne d'inclusion numérique et en coopération régionale, ça serait magique. Aujourd'hui, on ne peut pas calquer. Je ne vois pas comment calquer ce que vous avez dispensé. D'accord, c'était du France Relance en plus. Vous avez travaillé sur du France Relance, les fameux 250 millions mis à disposition pour le France Relance. On a eu l'occasion d'en discuter ce matin. C'est une goutte d'eau dans l'océan par rapport au travail d'inclusion qu'il y a à faire. Moi, c'est mon complément. Si on a imaginé que tout le monde veuille aller dans le même sens, tout le monde soit partant, il va falloir trouver un dispositif. Pour généraliser. Autrement, on a nos actions une à une, Interreg, je pose mon dossier, mon machin, mon truc. Mais après, c'est une bonne idée.
aussi peut-être à fouiller, peut-être poser un interreg de conception de dispositifs. Pourquoi pas? Et après, dire peut-être il faut un projet de loi, il faut ceci, il faut cela, pour que les communs jouent leur jeu, jouent le jeu. C'est vrai, on serait là encore dans une économie des communs. Hein, aller déposer N dossiers interreg, c'est peut-être pas la solution. Ouais, on est d'accord. Il existe des dispositifs, j'imagine, d'accès au numérique, des chèques de l'État. Est-ce qu'ils ont pu faire leurs preuves? Est-ce qu'on a pu voir les chiffres grimper les chèques de l'État, nous avons reçus via la préfecture. Jean-Jacques me les a remis, un carton. Il y avait 1000 carnets, mais des mini-carnets, c'est des carnets de 5. Le carnet type, ce sont 10 chèques qui le composent. Et c'est à part la petite expérience dont a parlé monsieur le DRFIP tout à l'heure, que nous avons réalisé ensemble pour l'aide à la déclaration d'impôt en ligne, c'est les premiers chèques qui sont arrivés. 1000 carnets, relance. Dès la levée du confinement, un colis à la préfecture, celui-là il cherchait. J'ai dispatché entre les 3 mousquetaires et D'Artagnan, que sont la CAF, CGSS, Pôle emploi et les impôts. D'Artagnan, il pique, hein, pognon, pardon. Et donc, c'est qui eux-mêmes les ont répartis dans les agences, je dirais, puisque au contact des administrés qui ont des difficultés, on pouvait orienter en offrant un carnet vers la structure de médiation. Ce dispositif, puisqu'il n'y avait que 5 chèques, il a très bien fonctionné. Il a très bien fonctionné. Aujourd'hui, mais on est à cheval. D'ailleurs, comme il se déroule en même temps, ils ne m'entendront pas. On est à cheval sur l'atelier Passe numérique. Passe numérique, où c'est très difficile. On a un bon taux national. On a une plateforme, encore un back-office, pour utiliser un terme anglais, qui nous donne un petit peu ce qui se passe. On est à 62, je crois, 62% d'utilisation. C'est-à-dire quand on donne un carnet quand on met 100 chèques en circulation, il y en a 62 qui reviennent. C'est plus fort que le niveau national. Ce qui montre encore une fois qu'on a beaucoup de besoins à La Réunion. Hein. Voilà. Et la région Réunion, elle qui a payé les 100, elle dit moi je veux que mes autres 38 servent. C'est un peu normal. Donc voilà, c'est tout la communication qui a été faite ce matin au conseiller numérique France Service. C'était un élément de la communication. C'était de leur dire on va prescrire peut-être autrement pour qu'il y ait une utilisation plus complète et qu'on n'ait pas des carnets entamés, des carnets de chèques entamés qui traînent dans les tiroirs à la maison ou autre, et que la région Réunion a payé. Je redis, attention, ce n'est pas une perte, hein, autrement ça serait dramatique. La région Réunion se fait en fin de validité, récupère un avoir, mais a perdu quand même 4%. Voilà. Et là, on a de moins bons résultats. Ou des disparités. Vous savez, comme dans toutes les statistiques, il faut éliminer les extrêmes. On a, puisque Solidarnum accompagne la région Réunion sur ce dispositif, on a des carnets où un chèque a été utilisé. Qu'est-ce qui s'est passé? La personne s'est fait prescrire, a bénéficié d'un carnet, et en fait, il avait à réactiver ses droits à Pôle emploi. Il l'a fait, et puis le carnet, il est resté comme ça. Contrario, et là, ce n'était pas du tout prévu, puisqu'il y a des restitutions, des comptes rendus, des médiateurs. Il y a des stats derrière. Quand on scanne le chèque, on sait par où il est passé, ceci, cela. Et on a vu des bénéficiaires hériter de 4 carnets. 40 heures de formation. C'est peu, hein, je vous dis tout de suite, vous savez très bien comme moi que c'est insuffisant pour vraiment rendre quelqu'un autonome. Mais la règle du jeu, c'était de toucher le plus de personnes possible. Et donc quand on a déjà 4 carnets pour une personne, on a un petit peu triché sur les règles du jeu. Et puis, voilà. Donc des extrêmes, une utilisation à 62%, un peu supérieure à la moyenne nationale. Donc voilà les chèques. Après, ça c'est du quanti. Le qualitatif, je ne sais pas, on a peut-être des retours après par les responsables, les référents, les responsables d'équipe. Nous, on n'est pas encore entré dans le
dans la compilation du qualitatif. Est-ce que vraiment les gens ont gagné en autonomie vers numérique ou pas? On a eu à regretter, là c'est les retours des médiateurs, des aidants ou autres, beaucoup de one-shot. Alors même si le carnet, il n'y a pas eu qu'un chèque d'arraché, mais on est venu plusieurs fois, une fois par mois. Ou peut-être 2 fois, une fois Pôle emploi, une fois CAF, une fois Pôle emploi, une fois CAF, mais pour se faire accompagner. On a eu, on parlait d'appétence tout à l'heure, on n'avait pas de grands volontaires. Et pas forcément des gens en situation d'illettrisme ou autre. Hein. C'est pas là que ça, pour dire en créole. C'est dommage. Voilà. C'était certainement générationnel ou... Pas que. Non. Toutes les tranches d'âge ont bénéficié de chèques. Et on a observé ça sur le terrain. Effectivement, il peut y avoir 3 familles de personnes qui peuvent avoir des difficultés pour avoir accès au numérique. Les personnes qui auraient, pourquoi pas, un handicap ou que ça n'intéresse pas du tout, qui n'en ont aucun besoin. Des personnes qui auraient des difficultés financières et d'autres personnes qui auraient des difficultés géographiques. Et est-ce que le territoire nous permet, en tout lieu, d'avoir aujourd'hui accès, ne serait-ce qu'à Internet, par un autre moyen que l'ADSL? Est-ce que l'ADSL existe encore Chez nos voisins, je sais pas. Je pense que l'opérateur est mieux placé que moi, mais je vais rebondir sur la notion de géographie. On a évoqué les passes numériques ou autres, mais encore une fois, et si le ministère des Outre-mer acceptait qu'on puisse, à Maurice, dans une structure de médiation, scanner, on puisse doter, dans un premier temps, des compatriotes de carnets pour qu'ils aillent dans les structures de médiation pour être accompagnés. Techniquement, rien ne s'y oppose. Et ça serait une solution pour réduire la fracture numérique de nos compatriotes à l'étranger. Je pense que ça satisferait les acteurs locaux, de toute façon. Mais c'est un peu compliqué. Il y aurait un test à faire. Tiens, on est une douchette réunionnaise et on va scanner des chèques. Il n'y a pas de raison que ça. Techniquement, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas une question de DSL, ce n'est pas une question de fibre. Tout va fonctionner. Maintenant, à savoir si une structure qui ne réside pas sur le territoire français peut être accompagnée. Si c'est du privé, c'est-à-dire j'achète mes chèques et j'en fais ce que je veux, rien ne s'y oppose. Maintenant, il faut savoir que dans le plan de relance, je suis bien placé pour en parler parce que le hub ultranumérique coordonne l'inclusion numérique sur les territoires français du Pacifique et de l'océan Indien. Et conseiller numérique France Service et dans Connect, passe numérique abondé par l'État, tout ce qui est plan de relance, nos compatriotes du Pacifique ne sont pas éligibles. Parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, est-ce qu'on a fait de la com-bling-bling au niveau du gouvernement ou pas, j'ai mon idée, mais il y a des fonds européens dans tous ces projets. Et donc nos compatriotes du Pacifique ne sont pas éligibles. Géographie, donc c'est pareil. Si j'accompagne, mais c'est une structure mauricienne, même si c'est l'Alliance française, même si c'est la SEB qui va récupérer un petit quelque chose parce qu'il a effectué une prestation, il faut voir. Là vraiment on est à un niveau macropolitique. Hein. J'écris MACRO. Hein. Voilà. Bien entendu. Madame Fontaine, vous voulez réagir par rapport à ma précédente réflexion sur, ne serait-ce qu'à La Réunion, j'imagine la DSL au minimum passe partout, mais ça se trouve, vous allez m'apprendre le contraire. Alors, sur de l'Internet, donc, vous pouvez effectivement être connecté en filaire. C'est ce qu'on appelle justement les technologies du fixe. Et on a beaucoup couvert le département avec la technologie ADSL, plus une version un peu évolutive qui s'appelle le VDSL. Je vous passerai la définition de l'acronyme. Et puis surtout, nous, on est en plan fibre, qui est relayé d'ailleurs, on a beaucoup parlé de la région,
qui elle aussi soutient avec le plan RIP. La Réunion est vraiment très bien placée sur la partie filaire, puisque nous sommes 2e ou 3e département le plus fibré de France. Donc pour vous dire que de toute manière, en termes de fracture cette fois-ci technologique, l'essentiel de la population, on est bien sur la couverture de la population par le filaire, est couverte. Sur la partie mobile, donc là ça vient en complément à la fois des usages et à la fois justement de la couverture, et peut-être aussi sur des espaces qui sont quasiment impossible à couvrir par la technologie du filaire. On a aujourd'hui, en tout cas chez Orange, une 4G+, qui couvre pareil quasiment 99% de la population encore une fois. Et puis surtout, on est en train de déployer un nouveau réseau qui est le réseau 5G. Là, on a commencé à ouvrir des plaques. Donc, comme tout réseau, il va se déployer au fur et à mesure. Il va être enrichi au fur et à mesure et apporter de nouveaux usages. Ce qu'il faut bien voir avec tout ça en rapport avec l'inclusion numérique, c'est que, évidemment, vous ne pouvez pas parler d'inclusion numérique si votre territoire n'est pas desservi. D'autant plus si, on parlait tout à l'heure de formation à distance, faire des formations à distance quand on n'a pas de connectivité, c'est quand même un petit peu compliqué. En tout cas, ce n'est pas égalitaire. Je ne sais pas si j'emploie le bon mot. Donc effectivement, les territoires doivent vraiment travailler sur tous les aspects de l'inclusion numérique au service évidemment de l'humain toujours. C'est pas la course à la technologie, c'est pas la course celui qui sera le mieux équipé. Il faut que ce soit utile, il faut que ça serve, il faut que ça s'inscrive dans un cadre qui va nous permettre d'en profiter et pas seulement d'être équipé. Et c'est pour ça que les coopérations et le simple mot de coopération sont très importantes, y compris avec des opérateurs comme nous, de manière justement à pouvoir anticiper les besoins, évidemment, puisque quand on planifie une couverture de territoire, c'est important aussi de savoir quels sont les projets qu'il faudra servir, de façon à ce que justement tous les usages derrière puissent aussi arriver, si ce n'est en même temps, en tout cas pas trop loin derrière. Et je terminerai juste sur l'équipement terminal, que ce soit du smartphone, de l'ordinateur, de la tablette. Là aussi, on a beaucoup, fut un temps, travaillé, et c'est tant mieux, sur l'accès à l'informatique. Nous, on propose chez Orange, en complément, des ateliers qu'on appelle des ateliers numériques d'accompagnement sur des usages qui sont pas forcément la maîtrise technique de l'outil, mais la compréhension. Je m'arrête là ? Ah bon, c'est le timekeeper. Donc sur la compréhension, parce que l'inclusion numérique, c'est aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'on en a besoin. Quelquefois, nous, quand on fait ces ateliers, donc on a des ateliers par exemple pour débuter avec son smartphone, pour comprendre la gestion de ses données personnelles, le contrôle parental également. Souvent, on s'aperçoit donc sur les participants que finalement, on leur dit il faut. Et puis c'est tout. Donc il faut que je sache envoyer une photo, il faut que je puisse tenir une conversation, comment vous appelez ça, le chat, etc., etc. Donc il faut aussi poser ce contexte-là. Et je regarde simplement parce que je suis sûre que ce sont des choses que vous abordez aussi. Il faut aussi en avoir besoin, en avoir envie, parce que sinon, l'inclusion numérique, ça reste quand même un peu... quand on parlait de qualitatif, la personne, ses 40 heures de formation, si elle n'a pas besoin et qu'elle ne comprend pas quels sont son besoin, les 40 heures ne servent à rien. Donc c'est pour ça que je pense que la coopération est vraiment très importante pour qu'aussi les bénéficiaires puissent s'exprimer et dire voilà de quoi j'ai besoin, pourquoi j'ai besoin, pourquoi je ne comprends pas de quoi j'ai besoin. Ça, c'est important aussi parce que quelquefois, on parlait aussi... Alors, il faut quand même aussi entrer dans le contexte français qui n'est peut-être pas celui de la zone, qui est l'e-administration. Alors, il y a aussi l'effet Covid qui a accéléré la transition ou la transformation numérique des foyers, des professionnels, etc. Et d'ailleurs, je signale qu'il y a une table ronde sur la transformation et la transition des professionnels demain matin. Mais ce qu'il faut voir, c'est que vraiment sur la participation des bénéficiaires, c'est très important aussi pour la réussite du dispositif, mais aussi le contexte territorial. Donc à voir effectivement avec le pilote si les personnes, pour justement s'approprier que ces chèques numériques ne restent pas dans les tiroirs, qu'il y ait également cette nécessité de devoir faire des actes administratifs en ligne. Et croyez-moi, ça booste vraiment. Voilà, à la fois expliquer, d'avoir envie, plutôt que de se voir imposer
l'usage de ces usages-là, et puis la nécessité, parce que si on ne peut pas, en tout cas aujourd'hui en France, faire ces démarches administratives, on passe à côté de ses droits et de ses devoirs également. Voilà. Merci Madame Fontaine. Je regarde ma montre, nous avons commencé cette table ronde il y a près d'une heure et demie. Donc je vais nous permettre de nous offrir une question. Et puis peut-être après, nos auditeurs à distance. Je me suis tourné un instant du côté de la régie. Je ne pense pas avoir eu le signe comme quoi il y avait des questions. Il n'y a pas de questions. Donc après, on s'offrira une clôture et pourquoi pas un élan dynamique et enthousiaste avec une réflexion vers laquelle tous avancer. Bonjour, moi c'est Célia Picard, donc conseillère numérique au Centre social de la Rivière des Pluies. C'est pas forcément une question, c'est plus un peu un témoignage qui va un peu prendre en compte les dires de chacun. Donc moi je vais partager mon expérience. Donc j'anime déjà des ateliers pour un public senior qui sont en retraite. Donc c'est avec le SAS à Sainte-Marie. Donc on a déjà fait 3 sessions. Donc j'ai eu 3 groupes où vraiment je les ai accompagnés. Donc là je vais terminer 2 sessions pour la fin d'année et puis on va ils sont j'ai mis en place un petit diplôme à la fin pour motiver, pour les féliciter de leur travail, parce que quand même ces personnes-là, ils sont volontaires déjà. Il faut savoir qu'ils s'inscrivent, ils sont volontaires. Il y a toute cette partie culturelle que je leur apporte pour qu'ils puissent vraiment retrouver leur place avec ce monde numérique qui les entoure et qui reste, on va dire, dans le temps, quoi. Mais la problématique, c'est que du coup, je sais pas, peut-être que je les motive bien ou je fais bien mon travail de promo afin de les... Et du coup, là, ce que je remarque, c'est la continuité. Parce que là, les ateliers, on va dire, ils sont 10. Il y a 10 séances. En sortant de là, ils sont quand même prêts à surfer tout seuls. Hein. En sortant des 10 séances, on va dire, on a déjà créé leur identité virtuelle pour ceux qui n'ont pas d'adresse email, tout ça. Mais on met tout ça en place. Ceux qui l'ont déjà, ils vont comprendre c'est quoi vraiment leur adresse email, parce qu'il y en a qui ne tapent toujours pas. Ils ont acquéri des choses pour mettre dans les carrés. Mais du coup, il y en a, ils se motivent après à vouloir acheter du matériel. Donc, quand on vient vers moi et qu'on me dit, voilà, je vais m'acheter une tablette la semaine prochaine ou un smartphone, donc déjà, de eux-mêmes, ils commencent à s'équiper. Et donc, après, comment là, moi, j'ai de parler avec ma structure pour mettre en place, après, vraiment, une suite pour ces gens-là. Parce qu'ils apprennent, ils sont, on va dire, quelque part vers une autonomie. Et après, il n'y a plus rien, parce moi, je vais être positionnée sur un autre groupe d'apprentissage, et ces gens-là qui ont acquis quelque chose, donc d'accord, chez eux, ils arrivent à faire des choses mieux, mais la dynamique de groupe où ils ont appris, ou même pour les dangers de l'addiction, se retrouver tout seul face à son écran, et après, ils ne voient plus l'heure. Donc, moi, l'inclusion numérique, donc on y travaille bien, on développe là sur la région et tout. Mais après, je pense qu'après les bases, comment on va continuer cette inclusion pour qu'on puisse continuer à être connecté, on va dire, sainement, enfin pour ce public-là particulier, parce qu'ils peuvent se retrouver très vite dans une insularité et face à un écran. Donc c'est comment pallier les dangers finalement, la sécurité, une continuité pour qu'ils puissent rester évolutifs aussi dans ce monde-là. Et voilà. Merci. Vous abordez un peu le thème des limites. Oui, on va peut-être, comme traditionnellement, clôturer un atelier par le point de vue de la personne qui va rapporter. Rapporteur, on aurait dit, n'ayez pas peur. La rapporteure, traditionnellement on finit comme ça, en recentrant un petit peu sur la thématique, c'est-à-dire inclusion numérique, coopération régionale. On a vu des produits d'inclusion
déjà, ou même beaucoup plus élaboré, de l'Université numérique de La Réunion. On a parlé de notre pilote, on a parlé de tout ça. Donc, Cathy, qu'est-ce que tu penses ? Comme ça, la salle nous donnera sa perception aussi, éventuellement pour rectifier, amender ce que Cathy rapportera de cet atelier demain. Alors, merci pour le témoignage, parce que c'est vrai que là, on a ouvert justement, parler de qu'est-ce que j'en ai retenu. Sur le dernier qui parle souvent, qui nous pose une question pour justement avancer, effectivement, considérer que ça s'arrête jamais. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur le fait qu'on apprend en continu. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que sur la coopération régionale, il fallait quand même prendre en compte les diversités et les réelles différences. Alors, je ne parlais pas forcément de l'an zéro, mais en tout cas, le fait qu'on a réellement des situations qui ne sont pas du tout les mêmes, qui ne sont pas considérées de la même façon. Donc, probablement, sur le pilote, faire vraiment attention à ce que, en reproductibilité, on dit ça comme ça, oui, qu'il y ait dans la fiche action une attention particulière pour l'état des lieux, y compris celui dont on part. Parce que sur tous les territoires, donc ce qu'on disait sur la formation à distance également, sur la partie université, sur vos témoignages, aussi la volonté, ou en tout cas peut-être donner envie à différents partenaires de se joindre à ces projets, mais de garder en tête que ce sont quand même des situations qui sont différentes, donc il faut trouver de nouvelles solutions, parce que on l'a vu, la reproductibilité cette fois-ci, malgré le fait que ce soit une excellente idée, par exemple d'un dispositif français, ne peut pas être complètement reproduite. En tout cas, on ne peut pas élargir les bénéficiaires sur le dispositif de base. Voilà. Donc du travail, des perspectives, et je pense que le maître mot, c'est vraiment, encore une fois, d'essayer de mettre autour de la table toutes les parties prenantes, y compris les bénéficiaires, pour que justement elles puissent aussi s'exprimer. Parce que le fait de pouvoir apprendre à distance, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on va pouvoir gérer seul, mais d'autres, dans cette dynamique de groupe, qu'il faudra peut-être penser. Et là, on rejoint aussi l'histoire du présentiel, qui est obligatoire à un moment ou à un autre. Voilà. Donc, beaucoup de perspectives, je pense. Mais faire très attention à ne pas, à bien considérer les différences à la fois. Alors il y a les différences en termes d'équipement, mais aussi de culture. Est-ce que dans le bassin, par exemple, les Mauriciennes et Mauriciens apprennent de la même façon, y compris, alors c'est pareil pour l'ensemble des territoires, donc faire bien attention à se poser ces questions. De façon à ce qu'on ne se retrouve pas finalement avec un super projet, mais qui, manque de peau, on parlait tout à l'heure de la barrière de la langue, ne peut pas servir parce qu'on ne sait pas justement bien poser la question de savoir si c'était possible de développer le projet. Donc le pilote sera d'autant plus extrêmement important. Voilà. Merci Cathy, on tient là un peu notre restitution. Ça ne se fait pas normalement, je vais juste un petit peu amender. Tu parlais de point de départ. Dans toutes nos actions, nous commençons par un diagnostic basé sur PIX, d'ailleurs, pour voir un petit peu le niveau et répartir dans des groupes. Parce qu'effectivement, si le groupe est hétérogène, c'est peut-être pas un gage, on n'a peut-être pas mis tous les atouts de notre côté pour réussir l'opération. D'accord ? Donc, on prend peut-être... C'est pas péjoratif, on prend des groupes de bas niveau. Justement, on sera très honoré de les monter le plus haut possible. Et on a vu ça, on l'a tous vu en médiation numérique. Si on a des groupes hétérogènes, c'est pas très sympathique pour continuer. C'est ce que vous avez fait la formation des conseillers numériques France Service, par exemple. Ils sont testés au départ pour savoir s'ils sont à l'an zéro ou s'ils ont déjà atteint la maturité ou presque, et donc avoir des programmes adaptés. Donc effectivement, c'est ce genre de choses. On l'avait pas dit parce qu'on travaille toujours comme ça, mais on retrouvera ça dans le pilote, c'est évident. Clooney disait what else? What else? Peut-être prendre une photo de cette fin de table ronde afin de la diffuser sur les réseaux avec le hashtag
inclusion numérique, réflexion pour une meilleure coopération régionale. Et on verra qu'on tente en tout cas de faire avancer les choses, les réflexions. Merci Madame Fontaine d'avoir pris la parole, Madame Melby, Monsieur Mambrive, Monsieur Misselin et Monsieur Porlier.